Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 25 septembre. Plus de 50 martyrs et 200 blessés au troisième jour des bombardements de l'aviation sioniste sur le Liban, une agression dénoncée par de nombreux manifestants à travers le monde. L'entité sioniste continue d'assassiner des civils dans la bande de Gaza, faisant depuis le 7 octobre 41 495 martyrs et plus de 96 000 blessés. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, préside à New York une réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe A3+. Objectif poursuivre la concertation et la coordination sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Et puis nous parlerons cinéma en Algérie avec la tenue de la 19e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa avec au menu notamment la présentation de films et documentaires d'une quinzaine de pays. Bonsoir à tous et avant de développer ces titres, le président algérien continue de recevoir les messages de félicitations suite à sa réélection pour un second mandat. Ce mercredi, Abdelmadjid Tebboune a été félicité par le roi du Danemark, Frédéric André Henrik Christian, lui faisant part de sa satisfaction quant au niveau positif des relations bilatérales entre les deux pays et lui assurant de sa disponibilité à œuvrer à leur pérennité. À son tour, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a également félicité le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection pour un second mandat, soulignant la volonté de son gouvernement de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le président roumain, cette fois Klaus Iohannis, a adressé un message de félicitations au président algérien pour sa réélection, lui réaffirmant sa conviction que les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays continueront de se développer au service des deux peuples, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien davantage de prospérité. Et le chancelier allemand Olaf Scholz a aussi adressé un message de félicitations au président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa réélection, assurant que le gouvernement allemand était disposé à approfondir les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Allemagne. Allez, restez avec nous tout de suite, notre dossier consacré à la situation au Liban. Le Liban continue de subir les frappes incessantes de l'aviation de l'entité sioniste. Pour le troisième jour consécutif, le ministère de la Santé libanais a annoncé que 51 personnes étaient tombées en martyrs et plus de 220 autres blessés ce mercredi dans de nouveaux raids des forces de l'occupation sioniste sur plusieurs localités, dont certaines dans des zones montagneuses. Depuis ce matin, 51 personnes ont été tuées et 223 blessées dans les différentes frappes qui ont eu lieu à Maïsra, Joun ou dans les zones méridionales.
Fidèles à leur réputation, les forces de l'entité sioniste ne font aucune distinction parmi leurs cibles au Liban. Au moins 5 travailleurs de la santé sont tombés en martyrs et 21 autres ont été blessés à la suite d'attaques contre des établissements de santé au cours des 7 derniers jours. Par ailleurs, un caméraman de la chaîne de télévision libanaise Al-Manar, Kamel Karaki, est tombé en martyr ce mercredi lors d'un raid de l'aviation sioniste sur le sud du Liban. Le syndicat des journalistes libanais a déploré le décès de leurs collègues, alertant sur le ciblage délibéré des journalistes par les forces sionistes. Hier, le journaliste d'Al-Mayadin Online, Hadi Al-Sayed, est tombé lui aussi en martyr. Et le nombre de Libanais déplacés avoisine le demi-million depuis le début de l'agression sioniste contre le Liban, selon le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bouhabib. S'exprimant en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre libanais a souligné qu'avant la récente agression sioniste, le Liban comptait environ 110 000 déplacés. Et fuyant les bombardements de l'aviation sioniste, des familles arrivent du côté syrien de la frontière avec le Liban, dans le sud-ouest de la Syrie, alors que les frappes s'intensifient. Et certains déplacés au Liban font un véritable voyage dans le temps, à l'exemple de Feriel Mahsen, qui est littéralement revenu à la case départ. Déplacée à Beyrouth suite à l'agression sioniste de 2006, elle se retrouve aujourd'hui dans la même école qui lui avait servi de refuge à cette époque-là. Iman Merad. Dans une école reconvertie en abri dans la capitale Beyrouth, Feriel Mahsen, une Libanaise âgée de 58 ans, raconte sa douloureuse destinée. Son périlleux déplacement suite aux dernières attaques sionistes qui ont frappé sa maison à Sadiqin, dans le sud du Liban. Le sort semble acharné contre elle. Feriel se retrouve de nouveau déplacée dans le même bâtiment où, pendant la guerre de 2006, elle avait déjà trouvé refuge. Quand j'ai été déplacée à l'époque, j'étais aussi dans cette pièce. Maintenant, aujourd'hui, je suis encore déplacée. J'ai également retrouvé refuge dans le même bâtiment, mais dans sa 3e pièce. Après avoir survécu à la guerre de 2006, Feriel est désormais confrontée à de nouveaux défis beaucoup plus grands, dans un contexte sécuritaire très hostile. Elle se souvient de cette éprouvante journée qu'elle a vécue avant de prendre sa fille et ses petits-enfants et de conduire près de 15 heures jusqu'à Beyrouth. La roquette est tombée devant moi, j'étais sous le choc, je ne pouvais ni entendre ni voir après cela. Il y avait de la poussière partout. Nous avons souffert et avons été placés dans la rue. Nous avons déjà été confrontés à cela en 2006, mais maintenant, la situation est beaucoup plus difficile. Cette sanglante offensive contre le Hezbollah au Liban a renforcé les craintes que la guerre génocidaire contre Gaza s'élargisse et embrase le Moyen-Orient. Et pour aider le Liban à prendre en charge les milliers de victimes des bombardements sionistes, des aides humanitaires lui sont envoyées. Ce mercredi, un avion turc chargé d'une cargaison d'aide a atterri à l'aéroport international de Beyrouth. Aujourd'hui, nous avons fait venir un avion cargo militaire turc avec 30 tonnes d'aide, principalement des médicaments, des fournitures médicales et des denrées alimentaires. Soyez assurés que la solidarité et le soutien de la Turquie au peuple libanais se poursuivront toujours. Nous sommes également très perturbés par ce que nous voyons sous l'agression israélienne qui plonge non seulement Gaza, non seulement la Palestine, mais aussi le Liban et le reste de la région dans un chaos total.
Ce message sert également à approvisionner ce secteur en médicaments et en fournitures nécessaires pour qu'il puisse continuer à remplir ses fonctions, en particulier lorsque nous sommes témoins des agressions croissantes dont le Liban fait l'objet. Nous devons rester hautement préparés, que Dieu nous en préserve, à tout ce qui pourrait arriver de la part de l'ennemi israélien. Et l'entité sioniste a essuyé les vives critiques de nombreux dirigeants réunis à l'ONU, l'appelant à stopper ces agressions. S'exprimant dans un discours pendant l'Assemblée générale des Nations unies, le président iranien Masoud Pezeshkian l'a appelé à mettre fin à sa barbarie insensée au Liban avant qu'elle ne mette le feu à la région et au monde. Il est naturel que le crime aveugle et terroriste de ces derniers jours et l'agression généralisée contre le Liban, qui a tué des milliers d'innocents, ne resteront pas sans réponse. Et la responsabilité et les conséquences en incombent au gouvernement qui s'oppose aux efforts internationaux pour y mettre fin. Il s'oppose à cette tragédie et s'autoproclame toujours défenseur des droits de l'homme. Et au-delà du cadre diplomatique, les agressions de l'entité sioniste au Liban et dans la bande de Gaza sont dénoncées dans les rues de plusieurs villes à travers le monde. Des manifestants à Sanaa, Toronto ou encore New York appellent à la fin immédiate des massacres. Souhila Kilal. Ils étaient des milliers à battre le pavé dans les rues de la capitale yéménite. Des étudiants, des professeurs et des cadres académiques de l'université de Sanaa se sont mobilisés ce mercredi pour dénoncer les massacres sionistes en Palestine et au Liban et témoigner leur solidarité aux deux peuples. Portant des drapeaux libanais et palestiniens, les manifestants ont scandé des slogans anti-sionistes et anti-américains. Des drapeaux sionistes ont également été piétinés et brûlés. Aujourd'hui, mercredi, nous sommes venus parler du Liban et dire qu'Israël va se heurter à la résistance libanaise. Il ne peut mener cette guerre en ouvrant deux fronts, à Gaza et au Liban. Nous sommes capables de soutenir le Liban et Gaza. Le message d'aujourd'hui est renouvelé avec la nouvelle escalade israélienne contre nos frères au Liban. Notre sortie d'aujourd'hui est une réponse à l'appel de notre leader. L'appel hebdomadaire a manifesté. Tout le monde ressent la responsabilité et tout le monde soutient nos frères de la bande de Gaza et du sud du Liban. Du côté de Toronto, au Canada, de nombreux manifestants, notamment des membres de la communauté palestinienne et libanaise dans le pays, se sont rassemblés devant le consulat sioniste, scandant des slogans hostiles au gouvernement Netanyahou. Des chaussures d'enfants ont par ailleurs été placées sur les marches de l'édifice pour dénoncer les massacres perpétrés, entre autres des rollers roses de petites filles pour rappeler la petite Tala, âgée de 10 ans, tuée les rollers aux pieds. Nous sommes ici aujourd'hui pour protester contre l'attaque d'Israël contre le Liban, qui s'est intensifiée au cours de la semaine dernière. Nous considérons qu'il s'agit là des moyens pour Israël d'essayer de trouver une issue à sa guerre avec Gaza, plutôt que d'essayer de parvenir à un accord de cessez-le-feu. Des manifestations pro-palestiniennes ont également été organisées à New York aux États-Unis, où de nombreux manifestants se sont rassemblés à Madison Square Park avant de marcher dans Manhattan pour dénoncer les agressions contre le Liban et Gaza. Plusieurs manifestants ont été arrêtés par la police new-yorkaise. Nous sommes ici aujourd'hui à Manhattan pour protester contre l'agression menée contre le peuple libanais par Israël et le soutien total de l'administration américaine actuelle. Plus de 500 Libanais ont été tués par des frappes aériennes dans tout le pays. Recourir à la violence avec une telle impunité prouve simplement la responsabilité américaine. L'armée sioniste a mené cette semaine ses frappes aériennes les plus lourdes sur le Liban depuis un an de génocide, frappant des centaines de sites civils au sud du Liban et à Beyrouth. Le ministre libanais de la Santé a annoncé que 51 personnes avaient été tuées ce mercredi et plus de 220 ont été blessées dans des frappes sionistes intensives sur le Liban. Eux-mêmes sous le feu des bombardements. Depuis presque un an, les Palestiniens de la bande de Gaza expriment leur solidarité avec le peuple libanais. Depuis leur tente de fortune, les déplacés à Gaza saluent notamment le rôle du Liban dans le soutien et la défense du peuple palestinien. Amal Abazian Zitouni.
Que Dieu soit avec eux. Les martyrs du Liban ou les martyrs de la Palestine, c'est pareil. Espérons que le bon Dieu les aidera. Ce sont les expressions des Palestiniens de Gaza qui empathisent avec le peuple libanais en ce contexte d'escalade accrue entre le Liban et l'entité sioniste. Que Dieu soit avec eux et les aide. Ils ont goûté à la douleur que nous éprouvons. Israël n'a pas été remis à sa place. Israël n'a personne pour l'arrêter. Et il est en chemin. Il est allé au Liban et ira en Syrie. Ce qui nous arrive à Gaza arrive au Liban maintenant, ce génocide de masse, le massacre d'enfants, de femmes, de personnes âgées et le fait de nous faire vivre dans des tentes est une crise qui n'a pas de fin. Et maintenant, ils font la même chose au Liban. Mais la guerre ne finira pas si elle ne finit pas au Liban. Si elle finit au Liban, elle finira à Gaza. Assis dans leur tente de fortune dans le camp de Deir el-Balah, les Palestiniens de Gaza saluent ce qu'ils ont qualifié de rôle du Liban dans le soutien et la défense du peuple palestinien. Autant que citoyenne de la bande de Gaza, je remercie le peuple libanais et le frère Hassan Nasrallah pour sa position alignée à la nôtre, celle selon laquelle il ne cessera pas de tirer sur Israël tant que ce dernier ne cessera pas de tirer sur la bande de Gaza. C'est une position courageuse de sa part et nous l'en remercions. Je salue la ténacité du peuple libanais, je le salue et je salue Hassan Nasrallah, que Dieu soit avec eux. Si Dieu le veut, la guerre finira grâce à eux. Ils seront notre soutien, ils sont le soutien de Gaza. La guerre finira avec l'aide de Dieu et la leur, je vous le dis, pour la deuxième fois. Peut-être la troisième, c'est le début de la fin pour Israël. Depuis le 23 septembre dernier, l'offensive sioniste a tué près de 6000 civils libanais, dont 50 enfants et 95 femmes, blessant 1835 autres. Plus d'un demi-million se retrouvent déplacés dans le pays. Et l'aéroport international Rafiq Hariri de Beyrouth continue de fonctionner malgré la suspension de certains vols, une décision qui appartient aux compagnies aériennes selon le ministre libanais des Transports. L'aéroport international Rafiq Hariri de Beyrouth continue de fonctionner sur la base des données fournies par les compagnies aériennes arabes, régionales et étrangères ont suspendu certains de leurs vols. Cette décision leur appartient. L'aéroport est opérationnel et continue de fonctionner en présence du directeur général de l'aviation civile, du dispositif de sécurité et de toutes les compagnies existantes. Allez, restez avec nous pour retrouver tout de suite notre invité du soir. Et ce soir, nous retrouvons Gamal Abina, analyste des questions internationales et politiques. Bonsoir. Bonsoir Gamal. Alors aujourd'hui, nous allons bien entendu évoquer cette agression au Liban qui a débuté depuis 3 jours d'agression, de massacre et déjà 600 martyrs et des milliers de blessés, donc une cinquantaine de martyrs rien qu'aujourd'hui. Que vous évoquent ces chiffres? Votre lecture tout d'abord, Gamal Abina. Déjà, on commence par parler d'un massacre qui a débuté depuis pas 3 jours. Là, c'est l'attaque directe par l'aviation. Mais ça fait des années que le Liban est victime de l'entité sioniste. Ça fait des années que les Libanais essaient de libérer les femmes de Shebra, le sud du Liban. Ça fait des années qu'ils sont en guerre, et une guerre ouverte, puisqu'il y a une déclaration de guerre ouverte quasiment entre les deux pays. Mais surtout, c'est un pays martyr, le Liban. C'est quand même le pays qui a subi 100 000 morts durant l'invasion de 82. C'est le pays martyr qui a vu les 2 camps de Sabra et Chatia être massacrés aussi. C'est un pays martyr qui a toujours été le seul à faire face de façon réelle et sérieuse à l'entité sioniste, puisque la plupart des autres pays de la région ont vendu
vendu leur âme en faisant des paix séparées, l'Égypte en premier. Et puis c'est un pays qui n'a pas reculé. Au moment de l'agression, dès le 8 octobre, ils se sont mis à attaquer aussi en envoyant des missiles. C'est légitime, ils défendent leur peuple et ils défendent surtout leurs frères de Palestine. Donc les Libanais, là-dessus, on doit leur tirer le chapeau. Ils subissent effectivement une attaque barbare, une attaque terroriste. Il ne faut pas oublier que les explosions de téléphones et autres petits objets, beepers, c'est du terrorisme, puisque ça tue de façon indifférenciée dans la population civile au motif qu'on voudrait toucher la Hezbollah. Et surtout, dans l'hypocrisie occidentale, on présente cette guerre comme étant une guerre Israël-Hezbollah. Non, c'est Israël-Liban. C'est pas autre chose. Les Libanais sont soutenus par le reste de la population, mais le problème c'est qu'on a une entité sioniste qui a métastasé littéralement, qui chercherait à écraser toute opposition par la bombe, qui tue des milliers de personnes et il ne s'arrête pas de le faire, et c'est l'excroissance réelle des États-Unis dans la région. C'est-à-dire que l'alimentation de la guerre se fait uniquement par les États-Unis de façon évidente. Donc aujourd'hui, on a un Liban qui fait face de façon courageuse à la barbarie sioniste, qui fait face au colonialisme et qui fait face au racisme de cet État raciste. Je parle bien des dirigeants qui le dirigent, qui ne se cachent même pas leur haine raciste, puisqu'ils passent leur temps à dire les Arabes sont les animaux humains, il faut les éradiquer. Donc on est sur quelque chose de très malsain qui rappelle par bien des égards le fascisme européen, et pour cause. Monsieur Netanyahou est un fanatique du fascisme européen, puisque son père était un admirateur de Mussolini, fondateur du fascisme. Très bien, justement, vous l'avez évoqué, Gamal Abina. Avant ces bombardements, l'entité sioniste a procédé ou a fait exploser des appareils de communication, en l'occurrence des beepers. Pouvez-vous nous expliquer le lien entre ces deux phases d'attaque au Liban ? Dans un premier temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu créer une sidération en attaquant effectivement sur des méthodes un peu sales, mais ils ont l'habitude de ça. On se rappelle dans les années 60-70, quand ils voulaient mettre en difficulté les armées arabes, ils fournissaient des fusils qui tiraient des balles en arrière. Les gens ont oublié ça, mais c'est quand même des méthodes bien tordues, qui expliquent d'ailleurs la tradition israélienne de l'armée sioniste, à savoir utiliser le terrorisme d'abord et ensuite frapper violemment avec l'aviation par terrorisme d'État. Mais ce qui est certain, c'est que cette façon de vouloir détourner des objets et de détourner la production en les piégeant avec des bombes, puisque c'est des petites bombes qui ont été mises au niveau de ces fameux beepers et de ces fameux talkie-walkie, c'est une méthode longue et très éprouvée. D'ailleurs, c'est la meilleure méthode des services de renseignement sionistes, puisque le Mossad est dit comme service de renseignement, c'est surtout un service qui sait maîtriser les méthodes terroristes. Donc très souvent, dans les années 70, par exemple, ils envoyaient des colis piégés aux opposants palestiniens, ils faisaient sauter des voitures à Paris de Palestiniens. C'est une méthode très longue qu'ils connaissent et qu'ils ont continué à pratiquer. Sauf que là, ils voulaient ouvrir le bal avec cette agression par acte de terreur. Je crois que c'est 3800, il me semble, beepers qui ont explosé en même temps, le même jour. En utilisant la technologie, évidemment, c'est quelque chose dont ils se targuent, ils sont très très fiers de ça, mais il n'en demeure pas moins que les finalités sont terroristes. Ils préparaient cela, pourquoi ? Pour dire on va attaquer le Liban. Et pourquoi ? Parce que l'obsession de Netanyahou, c'est de réparer sa faute en faisant croire qu'il va rétablir la sécurité au nord de la Palestine, donc au sud du Liban, et il s'est dit on va repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litani. Ils n'auront plus le contrôle de la région, une forme de zone de sécurité qui vont installer de force, ce qui est assez ridicule parce que vous pourriez mettre Hezbollah à l'extrême nord du Liban, à la frontière syrienne par exemple. Ils ont les capacités de toucher l'État sioniste avec des missiles longue portée. Mais c'est ce premier objectif. Le second objectif, c'est de se venger de la défaite de 2006 et de 2000. Et puis le troisième objectif, c'est de tuer un maximum de civils pour dire aux Arabes, vous n'êtes pas en mesure de faire face, nous sommes les plus forts, nous sommes surpuissants, nous avons une armée qui a des capacités offensives illimitées, et avec notre dôme de fer, vous ne pourrez jamais nous toucher. Ce qui évidemment est faux, mais c'est une façon de créer un traumatisme donc par le terrorisme, et je dis bien terrorisme, parce que les gens n'utilisent pas ce terme-là pour cela. D'ailleurs, il y a un autre terme, je vous remercie d'utiliser, il faut bannir le terme de frappe. Ce ne sont pas des frappes. Frappe, c'est un terme chirurgical pratiquement, pour dire oui, des frappes, c'est presque mignon. On n'est pas dans les frappes, c'est des bombardements massifs, terroristes qui massacrent et détruisent. Et vous me tendez, on est dans les bombes, on n'est pas dans les frappes. Oui, vous me tendez la perche, Gamal Abina, justement pour évoquer un autre chiffre avec vous. La mort entoure les civils aujourd'hui. Il n'y a quasiment pas d'objectif militaire comme le prétend l'entité sioniste, puisque 90% des blessés qui arrivent dans les centres hospitaliers sont des enfants, selon le personnel médical. Votre commentaire là-dessus ? Simplement, quand vous avez affaire à un État raciste, car ce sont des racistes qui le dirigent, n'oublions jamais cela, c'est important, qui parlent de bombes atomiques, de vitrification, d'extermination, eh bien, cette logique-là, qui participe quasiment d'une logique néo-nazie, dit quoi ? Dit que ce sont des animaux, donc ils ne méritent pas la vie. On peut en tuer autant qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Les animaux n'ont pas de droit. Et là, lorsqu'ils frappent de façon indifférenciée des civils, des femmes, des enfants, c'est simplement non pas
pour des objectifs militaires, parce que c'est pas en tuant des civils qu'on gagne une guerre. C'est simplement pour dire nous sommes les plus forts, nous vous ferons très mal, nous sommes en mesure de vous exterminer. L'objectif clair, c'est de créer une terreur. Et donc, l'objectif militaire ne sera pas atteint, évidemment, on l'a bien compris. C'est comme le Vietnam. Les Américains ont assassiné 3 200 000 Vietnamiens. Ils n'ont pas gagné la guerre. On ne gagne pas une guerre en tuant des civils, sauf à exterminer toute la population, ce qui est compliqué. Donc aujourd'hui, ils font cela. Ils font pas ça parce qu'il y a un mépris de la vie humaine palestinienne ou arabe en général, parce que ces gens se croient de la race supérieure. C'est tout simple, hein. Ça paraît étonnant, mais ils s'imaginent vraiment qu'ils sont, il l'a dit d'ailleurs Netanyahou, nous sommes le peuple de la lumière, c'est vous dire un peu le niveau de débilité du personnage, et tout ça, donc tuer du civil arabe, palestinien, libanais, après tout, c'est pas très grave. Tant que ça n'a pas les yeux blonds, les yeux bleus et les cheveux blonds, ça peut passer. Et aujourd'hui, les objectifs de guerre ne sont pas du tout définis. Incapable de faire face au Hezbollah, il prétend aller au sol mais il n'ira pas, ou du moins il ira difficilement, et bien il frappe par le ciel, il frappe, quand j'utilise l'euphémisme, donc il bombarde par le ciel parce que c'est le seul moyen pour une armée de lâches de faire mal. Mais par contre, d'homme à homme face à face, il n'y a plus personne. Donc il faut faire très attention, pas d'objectif de guerre atteignable, c'est impossible. Par contre, créer un climat de terreur pour pousser les Libanais à chasser le Hezbollah vers le nord, c'est l'objectif qu'il veut et c'est le seul objectif qu'il poursuit. Excusez-moi encore une fois, Gamal Abina, mais je suis obligé d'évoquer les chiffres avec vous ce soir. Il y en a tellement et ils sont très accablants. Le ministre libanais des Affaires étrangères a évoqué le chiffre de 500 000 déplacés, donc un demi-million de déplacés. Est-ce là aussi un objectif de l'entité sioniste, d'instaurer la terreur pour évacuer le sud du Liban ? Tout à fait, ils espèrent détruire toutes les infrastructures comme ils le font en Palestine. D'ailleurs, vous voyez bien, ils font la guerre avec des bulldozers. Ça en dit long sur le niveau de barbarie de ces gens-là. Et donc, ils se disent, si on détruit toute possibilité de vie et de réinstallation, ça poussera les combattants du Hezbollah et les autres combattants, d'ailleurs, qui n'y a pas que le Hezbollah, à aller vers le nord du Liban, donc dans leur territoire. Il faut rappeler qu'on les attaque chez eux, tout comme les Palestiniens sont attaqués chez eux. C'est important de rappeler que l'envahisseur attaque les gens chez eux et pas le contraire. Eh bien, donc ils sont en légitime défense, les Libanais. Eh bien, le fait de détruire toute la région, il y a déjà des villages entiers qui ont été détruits. Le but, c'est de faire en sorte que cette région soit inhabitable. Ils vont après certainement bombarder avec ce qu'on appelle des bombes à sous-munitions. Ils l'avaient déjà fait en 2006 pour rendre encore des régions entières inhabitables et créer une zone tampon, une zone de sécurité pour l'État sioniste. Alors, c'est stupide parce que les missiles peuvent les atteindre à tout endroit maintenant. On voit bien que même le Yémen ou l'Iran les frapperait de très loin, ils peuvent très bien les toucher, mais c'est une façon de rassurer sa population et de dire nous avons repris la force sur le territoire. En vérité, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il va tuer un maximum de monde pour simplement se venger. Parce que dans sa tête, raciste, la race supérieure ne peut pas être impactée par les races inférieures. Je vous assure que c'est un paradigme qui est réel, malheureusement ça fonctionne chez eux, ils se croient vraiment très important, ils considèrent que la mort d'un Israélien vaut 1000 Arabes, et c'est ce qu'on voit actuellement en termes de ratio. Très bien, Gamal Abina, il y a aussi ce parallèle qu'on doit faire, hein, parce que cela nous rappelle le début du génocide entamé à Gaza. Est-ce qu'on peut faire un parallèle aujourd'hui qui est tant craint et redouté par les dirigeants du monde ? Oui, on peut le faire parce que c'est bien des génocidaires. Le terme exact, c'est bien le génocide quand on tue une population en raison de son origine ethnique et qu'on la tue sans lui donner la possibilité de s'échapper, d'évacuer. Ça s'appelle un génocide. Certains hypocrites en Occident prétendent que ce n'est pas un génocide parce qu'on ne tuerait pas tous les Palestiniens, ce qui est une stupidité abyssale. Un génocide, c'est quand on a un objectif à vouloir atteindre, à savoir l'extermination de population, même si on ne l'atteint pas, l'objectif, c'est ça qui compte. Quand les dessins de guerre, quand l'objectif, quand les visées sont génocidaires, c'est un génocide. Et effectivement, ce qui se passe au Liban, il y a déjà eu un début de génocide en 82, il faut s'en rappeler, hein, parce que tout le monde a oublié les morts, c'était abyssal, hein, 100 000 tués rien qu'au Liban, à Beyrouth, pendant les bombardements de Ariel Sharon, ça s'appelait aussi un génocide, sauf que ils jouaient la carte de on tue les musulmans mais pas les chrétiens. Là, c'est indifférencié, ils tuent n'importe qui, s'en fiche complètement, mais une réalité, effectivement, c'est que ces démarches génocidaires sont largement sous-qualifiées en Occident, parce qu'on ne veut pas dire que c'est un État criminel, mais c'est bien un État terroriste, c'est bien un État criminel, et c'est bien un État raciste qui pratique un génocide, qu'il soit libanais, palestiniens, yéménites, ça leur posera aucun problème. La seule problématique aujourd'hui de l'Occident, c'est pas de savoir si on tue des Palestiniens ou des Libanais par milliers. La seule problématique qu'ils ont, c'est qu'il n'y ait pas l'extension du conflit avec un pays puissant comme l'Iran, qui a une armée et qui est capable d'agir et de rendre coup pour coup. Et ça, c'est la seule chose qui les inquiète. Sinon, le reste, ça ne les inquiète pas du tout. Hein. Oui, il y a aussi Gamal Abina. On peut dire, maintenant, après Gaza, le Liban, doit-on craindre un embrasement de la région ? Est-ce que cela va encore se propager dans un Moyen-Orient qu'on dit explosif ?
savez, ça fait 12-13 ans que les sionistes bombardent la Syrie, plus d'une centaine de bombardements. Donc c'est pas leur problème n'est pas de savoir si la région va s'embraser. Leur problème, c'est d'entraîner l'Amérique dans la guerre en faisant en sorte que l'Iran réponde ou qu'un pays industriel important réponde. Ils sont protégés, il faut jamais le perdre de vue. Alors je vais lâcher des noms, mais je suis obligé, je peux pas faire autrement. Ils sont protégés par l'Égypte, qui ne bouge pas. Ils sont protégés par la Jordanie, qui a vendu la cause, alors que le peuple est pro-palestinien. Ils sont protégés par une ceinture de pays arabes traîtres qui ont décidé de ne surtout pas intervenir en faveur des Palestiniens, ne surtout pas utiliser leurs armes contre l'entité sioniste. La Turquie ne bouge pas malheureusement, et l'autre pays qui pose problème aujourd'hui, le seul pays qui pose problème en réalité en dehors du Liban, c'est effectivement l'Iran. Parce que l'Iran, qui ne bouge pas pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passera, est un pays puissant, industrialisé, et en mesure de frapper très fort cette entité pour dire qu'on doit arrêter. Et ce qui fait peur à l'Occident, ce n'est pas les autres pays arabes, c'est surtout l'Iran ou un coup d'État dans un pays arabe. Mais pour ce qui concerne l'entité sioniste, il se fiche complètement des conséquences, puisqu'il veut entraîner l'Amérique dans la guerre. J'en veux pour preuve. Justement, Gamal Abina. Il y a justement aujourd'hui la complicité des États-Unis qui est dénoncée, que ce soit dans les crimes à Gaza ou au Liban. Comment l'expliquer aujourd'hui? D'un côté, Washington dit redouter une escalade, appelle voire à la désescalade, mais de l'autre, les États-Unis arment aujourd'hui ces bourreaux des Palestiniens et des Libanais. Je n'utiliserai pas le terme de complicité parce que ça donne l'impression que finalement les États-Unis sont actifs, mais pas tellement. Non, je dirais que c'est le donneur d'ordre. C'est que Netanyahou, si vous voulez l'arrêter, il l'arrêtera en 2 minutes. C'est pas difficile. Vous lui coupez les réserves, vous lui coupez l'alimentation en armes et vous lui dites arrête, il arrête. C'est pas lui, il répond à des ordres. Les États-Unis font semblant officiellement de condamner mollement, ils le font pas. Ne sont inquiétés que par l'intervention possible de l'Iran ou d'un coup d'État, comme je l'ai dit, d'un pays arabe, donc un de leurs petits amis, mais en aucun cas ne veulent arrêter la guerre. Ça leur fait de l'argent. Ça fait marcher le système de l'armement, ça montre qu'ils sont des armes efficaces, c'est un business qui fonctionne, et puis surtout, n'oublions jamais, les États-Unis sont le maître d'Israël, pas le contraire. Tout le monde a tendance à penser que les uns tirent sur les autres, pas du tout. C'est les États-Unis qui donnent le là, la guerre est alimentée par eux, les bombes viennent des États-Unis, les bombes de une tonne, donc c'est très difficile de nous faire croire que, soi-disant, ils voudraient la fin du conflit. À croire vos propos, permettez-moi de vous interrompre, M. Gamal Abina. Peut-on parler donc aujourd'hui, selon vos propos, de guerre par procuration aujourd'hui, menée par les États-Unis à Gaza et au Liban? Tout à fait. Moi, j'ai toujours dit que cette question israélienne-palestinienne n'existe pas. C'est une nouvelle croisade. Ils ont perdu 8 croisades avant, on va en faire une nouvelle, on va utiliser un peuple, le peuple juif d'Europe, qu'on va martyriser, qu'on enverra là-bas, comme ça on se débarrasse de la bon compte, et en même temps, c'est une façon de légitimer la présence d'Occidentaux sur une terre arabe. Les seuls juifs légitimes de la région sont les juifs arabes, et ceux-là n'ont pas à partir, ils sont chez eux. Les autres sont des invités, mais ils se sont invités par la force malheureusement, et se comportent comme des colons. Ce sont des colons. Donc les États-Unis, la France, l'Angleterre, qui ont une longue tradition coloniale, longue tradition impériale, se sont installés dans la région. N'oublions jamais que Israël a été créé par les accords Sykes-Picot, d'accord, que Lord Balfour était en sous-jacent et que les États-Unis sont le parrain de cet État. Mais tous les pays occidentaux soutiennent, enfin les pays occidentaux de l'Europe occidentale extrême, soutiennent effectivement cette entité parce que c'est leur intérêt, parce qu'il y a leurs armements là-bas, leurs investissements et le contrôle de la région. L'objectif étant d'avoir un porte-avions permanent dans la région. Ça n'est en aucun cas, soi-disant, une population juive toute seule et toute fragile qui aurait pu récupérer un État, mais bien les États occidentaux qui se sont placés là-bas. Et malheureusement aujourd'hui, on a un peuple martyr qui subit effectivement les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, qui n'a absolument pris aucune part à cette barbarie européenne et dont les Européens maintenant font payer aux Palestiniens les crimes des Européens. Mais les États-Unis sont bien le maître à penser, la France et l'Angleterre sont bien les maîtres à penser, et l'entité sioniste qui n'est qu'une excroissance occidentale. Donc je ne dirais pas une guerre par proxy, c'est une guerre directe, alimentée avec un masque qu'ils appellent Israël. Très bien, dernière question brièvement, Gamal Abina. Aujourd'hui, les dirigeants du monde entier sont réunis à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Ont-ils une chance aujourd'hui de faire taire les armes de l'entité sioniste? En aucun cas. Ils n'ont aucune chance parce que les États-Unis ne feront jamais rien pour que ça s'arrête. Tant qu'Israël n'obtient pas une victoire décisive, donc une destruction massive du danger limitrophe du territoire, tant qu'il n'y obtient pas la destruction totale de Gaza, qui devient une zone inhabitable, on estime qu'il faut 20 ans pour reconstruire ce qui a été détruit en un an, eh bien, il n'y a aucune chance que ça s'arrête. C'est les États-Unis qui ont la clé de la fin de la guerre, et j'en veux pour preuve, ce qui va démontrer par A plus B ce que je dis. En 93, quand James Baker va voir Shamir, l'extrémiste, il lui dit « Tu vas serrer la main d'Yasser Arafat, sinon on va te couper les vivres, on te retire les 3 milliards et plus d'armement. » Eh bien, il s'exécute, car celui qui donne l'ordre, c'est celui qui a le pouvoir. Et aujourd'hui, celui qui a le pouvoir dans le monde, ce sont les États-Unis.
Très bien, merci beaucoup pour votre analyse, Gamal Abina. Vous êtes analyste des questions internationales et politiques. Voilà, ce dossier consacré à la situation au Liban touche à sa fin, mais restez avec nous tout de suite. Nous allons évoquer les derniers développements survenus dans la bande de Gaza. L'entité sioniste poursuit également aujourd'hui son agression dans la bande de Gaza où au moins 28 Palestiniens sont tombés en martyrs et 85 autres ont été blessés au cours des dernières 24 heures dans 4 massacres au moins. Depuis le 7 octobre, le bilan des victimes à Gaza s'est alourdi à 41 495 martyrs et plus de 96 000 blessés. Et 1 million de Palestiniens à Gaza ont besoin d'abri avant l'hiver, prévient le Shelter Cluster in Palestine, dirigé par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Selon ce mécanisme, au moins 25 000 kits de protection, soit l'équivalent de 25 camions, doivent être livrés chaque semaine dans le sud de Gaza avant la fin de novembre pour répondre aux besoins immenses de la population. Et les forces de l'occupation sioniste ont procédé à l'arrestation dans la nuit d'hier d'au moins 35 Palestiniens, dont une femme, et d'anciens prisonniers dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée selon la Commission pour les affaires des prisonniers, le club des prisonniers palestiniens. Depuis le 7 octobre, le nombre total des arrestations a dépassé les 10 900 en Cisjordanie et Al-Quds. Par ailleurs, des dizaines de colons extrémistes sionistes escortés par les forces de l'occupation ont de nouveau envahi ce mercredi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville sainte d'Al-Quds occupée. Ils ont notamment pris d'assaut la mosquée sainte depuis la porte des Maghrébins, effectuant des actes de provocation dans les cours d'Al-Aqsa. Dans l'actualité également, trouver une solution politique au conflit russo-ukrainien. L'appel a été lancé hier par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée au maintien de la paix et la sécurité en Ukraine, au cours de laquelle il a aussi rappelé la proposition de médiation algérienne faite à l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune. Le point avec Asma Laïd. L'Algérie a appelé hier à New York par la voix de son ministre des Affaires étrangères à intensifier les efforts pour lancer un processus de négociation global et constructif menant à la fin de la guerre en Ukraine. Son discours s'inscrivait dans le cadre du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, une session qui se poursuivra jusqu'au 30 septembre prochain. Reste à la portée de la communauté internationale. Si étaient créées les conditions et l'environnement nécessaires pour le succès d'une quelconque initiative diplomatique visant un règlement jouissant de l'assentiment des parties au conflit et qui en conviendrait de l'exécuter. Partant de là, l'Algérie invite à intensifier les efforts en vue d'une trajectoire d'une négociation constructive d'ensemble, une trajectoire visant une solution politique et pacifique du conflit, car la solution ne peut être que politique et pacifique.
Par ailleurs, le ministre algérien des Affaires étrangères a rappelé les considérations qui ont motivé l'initiative proposée par le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, pour la médiation entre les deux parties en conflit, la Russie et l'Ukraine, précisant que l'intention procédée des relations exceptionnelles qu'entretient l'Algérie avec ces deux pays a mis en vue de rapprocher les vues et d'œuvrer au règlement du conflit par des voies pacifiques. Que c'est la crise la plus grave au niveau du système de sécurité collectif, ainsi que la polarisation et les tiraillements des relations internationales qui ne cessent de l'accompagner, se fait sentir dans tous les recoins de la Terre. Ces considérations constituent les raisons qui ont poussé son Excellence le Président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, a proposé sa médiation entre les deux parties. Notre objectif en dernier lieu demeurant de construire sur la base des relations spéciales d'amitié qui nous lient à ces deux pays et qui sont profondément fondées sur la confiance, l'entente commune et la coopération. La diplomatie algérienne se distingue par une approche basée sur le principe d'égalité dans les relations internationales. Cette approche a permis à l'Algérie de se positionner comme un médiateur efficace dans la résolution des conflits. L'Algérie a consolidé sa présence sur la scène internationale, retrouvant son aura diplomatique historique, une diplomatie réinventée et efficace, un retour comme acteur clé sur la scène mondiale, mettant en avant la nécessité d'un dialogue planétaire constructif, notamment avec les grandes puissances et les pays voisins. Et le ministre algérien des Affaires étrangères, Mdadaf, a présidé à New York également une réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe A3+, tenue à l'initiative de l'Algérie. Cette réunion a permis de renouveler l'engagement en faveur de la poursuite de la concertation régulière et de la coordination étroite sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité et d'examiner les moyens de préserver ce mécanisme de concertation et de le rendre plus performant et plus cohérent. Cette rencontre s'inscrit également dans le cadre des préparatifs de la prochaine édition de la conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique prévue début décembre à Oran, en Algérie. Par ailleurs, et lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée au multilatéralisme dans la gestion des crises, Ahmed Attaf a souligné la gravité de la crise que traverse aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies, fustigeant le retour de l'unilatéralisme. Cette crise, à notre avis, est la crise la plus dangereuse et la plus sévère dans l'histoire de notre organisation. Au regard de ces manifestations graves sur tous les niveaux, ou à tous les niveaux et sur divers plans. Premièrement, nous constatons avec préoccupation la montée de la logique de l'équilibre des forces, le retour de l'unilatéralisme, de l'individualisme et du repli sur soi aux dépens du multilatéralisme que représente et consacre notre organisation. Organisation qui a été créée en vue de bâtir et de varier les liens entre ses membres. Deuxièmement, nous sommes témoins, avec regret, d'une multiplication, d'une exacerbation des crises et des guerres de façon sans précédent dans l'histoire moderne des relations internationales. Et c'est dans cette même optique que le Nigeria a joint ce mardi sa voix
à celle des pays qui demandent des sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'Afrique et réclamer l'annulation de sa dette. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le vice-président nigérian Kashim Shettima, représentant le chef de l'État Bola Ahmed Tinubu, a insisté sur la nécessité d'élargir le Conseil de sécurité dans son discours devant l'Assemblée générale. Dans l'actualité en Algérie, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a présidé ce mercredi au nom du président algérien, chef d'État, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, l'installation officielle du général Rochdi Fethi Moussaoui, dont les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure en remplacement du général-major Djebbar Mhanna. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 19 septembre 2024, j'installe officiellement le général Rochdi Fethi Moussaoui dans les fonctions de directeur général de la documentation de la sécurité extérieure, en remplacement du général-major Djebbar Mhanna. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité et d'exécuter ses ordres et instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois républicaines en vigueur et par fidélité au sacrifice de nos vaillants chouhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. Une plainte a été déposée par l'État algérien auprès du tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la députée européenne Sarah Knafou du parti Reconquête pour diffusion de fake news. La députée européenne Sarah Knafou est la compagne du multi-condamné pour haine raciale Éric Zemmour, connu pour ses positions anti-immigration et surtout anti-algériennes. Dans l'actualité aussi, le ministère kényan de la Santé a confirmé 2 nouveaux cas de Mpox, portant le total à 7, alors que le pays intensifie la surveillance pour éviter une transmission massive du virus. Les nouveaux cas ont été détectés dans le comté de Makueni, dans le sud-est du pays, et dans le comté de Kajiado, à la frontière avec la Tanzanie. Et au Kenya toujours, des représentants de différentes organisations ont lu une déclaration présentant les conclusions d'une enquête sur le comportement de la police dans les manifestations du 25 juin à Nairobi. Aujourd'hui, cela fait 3 mois que la manifestation du 25 juin a eu lieu. Plus de 12 000 personnes ont signé une pétition d'Amnesty International demandant une commission d'enquête judiciaire et l'obligation de rendre des comptes pour les morts et les blessés dus à l'usage de la force policière illégale contre les manifestants au Kenya. Le recours à une force inutile et excessive contre les manifestants a entraîné la mort d'au moins 6 personnes et blessé des centaines d'autres. L'une des pires crises en matière de santé maternelle et infantile au monde se déroule actuellement au Darfour du Sud. L'ONG Médecins sans frontières a tiré la sonnette d'alarme quant à la situation humanitaire dans cette région du Soudan. Tinhin Al-Makassi. C'est un rapport alarmant qu'a rendu public l'ONG Médecins sans frontières ce mercredi, affirmant que les femmes et leurs enfants en première ligne des victimes du conflit de haute intensité qui oppose l'armée du Soudan et les forces de soutien rapide depuis avril 2023. Selon l'organisation humanitaire, c'est le manque d'infrastructures sanitaires fonctionnelles et le coût élevé des transports qui font que de nombreuses femmes arrivent à l'hôpital dans un état critique, soulignant que 78% des décès maternels dans les hôpitaux se produisent dans les 24 heures suivant leurs admissions, le plus souvent des suites d'une aseptémie.
Depuis le début du conflit, au moins 114 décès ont été enregistrés, indique par ailleurs Médecins sans frontières, précisant que sur la période allant de janvier à août 2024, l'hôpital universitaire de Nila a enregistré 46 décès et celui de Kass 48 autres. La situation des enfants n'est guère meilleure, a fait savoir l'organisation qui affirme qu'en août, 30 000 enfants de moins de 2 ans ont fait l'objet d'un dépistage de malnutrition dans le Darfour du Sud. Face à l'aggravation de la situation en raison de l'intensité des violences entre les parties belligérantes, en particulier dans la région des Darfour, l'ONG appelle à une action urgente et décisive de l'ONU pour protéger ces couches vulnérables. Allez, avant de nous quitter, parlant de cinéma algérien avec la 19e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa qui a commencé hier soir à la Cinémathèque de la ville. Au menu de cette édition, des films et des documentaires d'une quinzaine de pays. Je suis très content, je me sens même fier et honoré d'être là. C'est des rencontres que j'aime énormément parce qu'il y a vraiment des cinéphiles, il y a un grand public, c'est très animé, les questions sont passionnantes et on sent vraiment une envie de voir des films, de discuter. Il y a une effervescence que je trouve rarement dans d'autres endroits de la planète. Je trouve que le cinéma et la culture en général, c'est essentiel parce que en fait, c'est ce qui fait le lien, c'est le socle commun en fait. Et plus ça circule, plus ça permet non seulement de comprendre l'autre, mais de créer des liens. Donc je trouve ça absolument essentiel, que ce soit entre les nationaux et la diaspora, mais entre la diaspora, entre les nationaux aussi. En fait, c'est former une culture commune. Et ça, c'est hyper important pour le dialogue et la construction de l'identité. Les rencontres cinématographiques de Béjaïa se font justement basiquement avec l'aide de la société civile. Tout ce qu'on fait, d'ailleurs, on le fait surtout pour le public. On essaye toujours de collaborer avec le public, quand je dis le public, avec d'autres associations. Nous avons également bien sûr le ministère de la Culture, l'ONDA qui nous sponsor qui nous accompagne depuis la première édition, on va dire. Nous avons aussi d'autres partenaires comme l'Institut français d'Algérie, l'Institut Goethe d'Allemagne, l'Institut italien. Et nous avons aussi des partenaires particuliers, c'est-à-dire il y a des donateurs qui nous aident ici à Béjaïa. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers les différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.